Un professionnel au lait vous parle de son métier. Emmanuel Dayan, bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir parce que vous êtes restaurateur, alors depuis 15 ans en Israël, mais vous avez déjà à votre actif beaucoup d'expérience, 27 ans d'expérience dans le métier. Oui, ça fait un peu Louis de Funès. Non, mais c'est important parce que au moins vous savez de quoi vous parlez, voilà. Donc vous avez été directeur général du Paradis du Fruit, vous êtes toujours consultant pour les Parisiens, ça va sûrement rappeler beaucoup de souvenirs, voilà. Et donc aujourd'hui vous êtes le propriétaire du fameux restaurant dont tout le monde a entendu parler, Café Hanoï. Merci. À Tel Aviv, mais non, mais je vous en prie. Ce qui est génial, c'est que vous avez aussi un projet d'ouverture d'un autre, malgré la situation, d'un autre bar. Tout à fait. Un street food bar, on va appeler ça comme ça. En fait, on a profité de se retrouver un petit peu seul au restaurant pendant la période de confinement pour retravailler les cartes, les menus, trouver des idées, de nouveaux concepts et puis montrer finalement aux gens que la vie est toujours plus forte que la mort. Donc on amène le restaurateur, le métier de restaurateur, c'est de créer de la vie dans la rue, de créer du lien social. A fortiori, par exemple, quand on est un restaurant qui est cachère, on crée du lien entre les gens qui mangent pas cachère et ceux qui mangent cachère, qui vont manger à côté les uns des autres. Donc c'est aussi un lien qu'on comprend très bien en France, un peu moins en Israël, un peu moins en Israël, mais c'est voilà. Mais on cherche à chaque fois à ramener quelque chose de nouveau, à surprendre un peu les clients et leur montrer qu'on se laisse pas mener par les événements. Enfin, on essaye en tout cas. Voilà. Donc ça, ce sera prévu pour quand ce bar ? C'est open bar, c'est ça ? Alors, on était sur le point de l'ouvrir. Bah oui. Et les conséquences des nouvelles drichotes du gouvernement vont changer un petit peu les plans, mais on est prêt. Donc on attendra que la situation puisse s'améliorer. Et puis on remettra les couverts, comme on dit. Bon, alors pour ceux qui ne vous connaissent pas et ceux qui sont à Tel Aviv, il y a aussi un bar. Comme ça, je vous fais de la pub. Vous le méritez bien, vraiment, parce que la situation... Non, mais c'est vrai, j'en profite. Il n'y a pas que moi qui mérite la pub. Voilà, tous les restaurateurs. Pour l'instant, c'est vous qui êtes à côté de moi. Donc, c'est vous, l'heureux élu. Donc, Mouchou, ça s'appelle comme ça. C'est un bar à cocktail asiatique. Voilà. Oui. Donc, celui-là est ouvert, là, pour l'instant. Exactement. Oui, il est ouvert pour l'instant, le mercredi, le jeudi, parce qu'on a été obligé un peu de limiter l'activité, mais on est ouvert. C'est un bar à cocktail, un peu comme on peut les retrouver à New York ou à Paris, avec d'excellents cocktails travaillés par des mixologues. Et puis sur un concept asiatique, fusion. Donc c'est un concept qui fait à peu près 80 mètres carrés, 90 mètres carrés. Il est en sous-sol, dans les coffres-forts de la banque que nous avons repris dans le Café Hanoï. Et c'était, en tout cas avant la Corona, un beau succès. Et on espère bientôt que ça reprendre l'activité à plein. Alors justement, vous êtes restaurateur, on est en pleine période de Corona, on sait qu'aujourd'hui, les dernières directives, en tout cas au moment où on parle, eh bien, c'est 50 personnes, peu importe la taille des restaurants, peu importe la taille des bars, c'est pour tout le monde pareil. Oui. On aimerait avoir un petit peu votre œil de professionnel sur la façon que les restaurateurs puissent gérer cette crise, ces nouvelles directives. Comment on fait, comment on gère son restaurant, comment on continue d'être ouvert, est-ce que bien le peu de clients qui a le droit d'arriver, est-ce que ça suffit à couvrir les frais, comment on gère les fournisseurs, on veut savoir. Alors je vais être rassurant pour les restaurants de taille moyenne et de taille petite, sur la base des recommandations du gouvernement qui datent d'aujourd'hui. On peut se faire un peu moins de soucis pour eux, donc, parce que ils ont des capacités beaucoup plus réduites d'accueil de clients. Donc quand on leur demande d'accueillir environ 50 clients tout sur leur restaurant et qu'ils en font à peu près, ils ont une capacité d'accueil de 60-70 places, ça ne va pas trop les perturber. Ça forcément s'aggrave un petit peu parce qu'il y a aussi le caractère anxiogène
qui accompagne les mesures du gouvernement et puis les annonces à voix forte du gouvernement qui avertit qu'on est en situation d'urgence, qu'on revient en situation d'urgence. Mais en dehors de ça, je pense que justement les restaurants de taille moyenne ou de taille petite peuvent bénéficier justement d'une baisse d'activité des gros restaurants, puisqu'on est quand même... Bon, là, en l'occurrence, nous, on est par exemple sur Tel Aviv, mais ça peut être le cas aussi sur Yerushalayim ou sur d'autres grandes villes. Ils peuvent bénéficier, on va dire, de votre baisse d'activité à vous, obligatoire. Vous n'avez pas le choix. Et puis aussi, ils ont une structure qui leur permet d'accueillir quand même encore 50 personnes. Donc, pour eux, c'est pas trop dommageable. Tout à fait. Alors, par contre, pour les grands restaurants, est-ce que vous trouvez ça, on va dire, logique que l'État n'ait pas fait la distinction entre les petits et les grands restaurants? Clairement, je pense que c'est une faute du gouvernement qui sera payée cher. D'abord payée par les restaurateurs qui ont des grands restaurants. D'ailleurs, le chef Chaim Cohen, qui est propriétaire du Tel Aviv Yafo, par exemple, en a fait l'annonce hier en disant que les drichotes, si c'était évidemment celles que nous vivons actuellement, si elles se réalisaient, annoncerait probablement la mort de 70%. 50 à 70% des restaurants de grande taille. De tout le pays. Donc oui, clairement, c'est une annonce extrêmement dommageable pour les grands restaurants, puisque les grands restaurants ont des frais fixes relativement élevés. On peut prendre le loyer, qui est le principal, on va dire, la principale source de sortie quand on est en baisse totale d'activité. Et évidemment... Et la taxe locative qui aujourd'hui est exigible. L'Arnona est exigible. Les frais de terrasse sont aussi exigibles par la mairie. Et puis, on ne compte pas évidemment le passif de la crise précédente, la première vague, qu'il faut continuer de payer, puisque les restaurateurs, pour beaucoup, sont allés voir leur banque pour tenir, et elles ont contracté donc des crédits. Et ces crédits, il va falloir bientôt les rembourser. Alors, ce qui sauve un peu ce côté banque, ce qui sauve un peu la situation, c'est le fait qu'il y a eu ce qu'on appelle un grace, c'est-à-dire un décalage de démarrage de paiement des remboursements de crédit de près de 6 mois. Donc, les restaurateurs ne sont pas encore obligés de rembourser ce crédit. Mais si la situation traîne, ça risque de devenir véritablement un deuxième effet dommageable pour les restaurateurs. Ouais. Alors, on est obligé de parler, bien sûr, du côté de votre personnel, parce que vous les employez, ces jeunes. Il y a beaucoup de jeunes chez vous, je parle de vous. Donc, forcément, je crois que vous avez 70 employés, des étudiants pour la plupart. Alors, vous les aviez mis en khalat, donc en congé sans solde. Aujourd'hui, vous les avez récupérés. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Alors, je vais vous quitter dans pas très longtemps et justement, je vais regarder quel est le plan social qu'on va pouvoir faire, sachant évidemment qu'on avait rapatrié pratiquement 80% de nos employés sans avoir pour autant récupérer la totalité de notre chiffre d'affaires, 100% de notre chiffre d'affaires. On était sur une moyenne à peu près de 60 à 70% de chiffre d'affaires récupéré. Donc forcément, ce plan social va nous obliger à nous séparer d'un certain nombre d'employés. Alors, c'est un crève-cœur parce que ils étaient tellement contents de revenir, puisque c'est leur seule source de revenus. Souvent des étudiants, des jeunes qui vivent seuls, qui doivent payer leur loyer. Ils doivent payer leur loyer, ils financent leurs études aussi grâce à la restauration. Chez nous, les tips, qu'on appelle les pourboires, c'est important. Bien sûr. Et ça leur permettait justement de pouvoir financer. Donc là, en l'occurrence, ils avaient déjà une baisse considérable de leurs revenus dû à la première crise. La deuxième va être assez dur pour eux aussi. Alors justement, certains restaurateurs ont fait le choix de ne pas ouvrir ou de fermer. Vous avez fait le choix de rester ouvert. Est-ce que
assez tenable? Est-ce que justement ces frais fixes dont vous parlez, il faut les gérer? Est-ce que les banques ont suivi? Est-ce que vous avez trouvé un soutien auprès d'elles? On a beaucoup parlé des garanties, des prêts avec des garanties de l'État. Est-ce que concrètement, vous qui êtes de la partie, vous qui le vivez au quotidien, est-ce que c'était efficace ou pas? Les effets d'annonce ont été importants, mais la réalité rencontrée sur le terrain, notamment au point de vue des subventions de l'État et au point de vue des banques, n'est certainement pas à la hauteur des annonces qui ont été faites. Donc, pour donner un exemple, on était à 26% de possibilités de financement bancaire, entre guillemets, 26% de notre chiffre d'affaires, pardon. De 2018 de l'année précédente. Et la réalité, c'est 2,4%. Donc, on est à peu près à 10% des montants annoncés, 10% perçus des montants annoncés. C'est-à-dire que vous avez été aidé, mais pas du tout à la hauteur de ce qui avait été annoncé. Donc, du coup, c'est... Oui, c'est-à-dire par rapport à l'ampleur de la vague et du dommage, on est sur des broutilles. C'est pas ça qui va aider, sans compter les méandres administratifs pour obtenir ces aides. Alors, on sait qu'aux États-Unis, l'État a été très, on va dire, très clément avec les restaurateurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui. Est-ce que vous pensez que ce modèle peut être appliqué en Israël? Oui, s'il est appliqué aux États-Unis, qui est le modèle pour Israël économique, et il peut l'être. Et donc, il n'y a pas de raison, a priori, pour que les gouvernements israéliens puissent adopter ce type de mesures. Mais il n'y a pas seulement que ce type de mesures. Je pense qu'il peut y avoir une exonération des charges sociales pendant une certaine période. Et des frais de terrasse, par exemple. Exactement, exonération des Ça paraît fou, d'ailleurs, que les restaurateurs soient encore obligés de payer des frais de terrasse, alors que les terrasses sont fermées. En tout cas... Tout à fait, mais ça par contre, c'est pas le gouvernement, c'est plutôt la mairie. C'est plutôt la mairie, mais le gouvernement peut passer au-dessus des mairies et déclarer un moratoire. On est dans une situation, on nous dit qu'on est dans une situation de guerre. Quand on est dans une situation de guerre, il y a ce qu'on appelle une clause moratoire, c'est-à-dire qu'on fige le pays et on empêche les banques de venir chercher leur argent pendant un certain temps. On gèle l'ensemble des paiements liés, par exemple, aux taxes, Arnona et compagnie. Mais pour l'instant, il semblerait que le gouvernement ait pris d'autres mesures. Alors, est-ce que c'est cynique? Je ne sais pas. Je commence à le croire. Je disais il y a quelques... C'est cynique ou c'est le fait que le gouvernement n'ait pas de personnes qualifiées qui connaissent suffisamment le monde de la restauration pour prendre des mesures adaptées? Alors, je pense que mon discours en tant que restaurateur est presque universel. C'est-à-dire que je pense qu'en réalité, les gouvernements et les ministres n'ont aucune compétence dans les secteurs qu'ils sont censés gérer. Ça, c'est un constat que je pense les gens du tourisme, le secteur du tourisme peut faire, le secteur des événementiels peut faire aussi, la restauration, le sport, enfin la culture, le théâtre, etc. Donc je pense que tous ces secteurs-là ne bénéficient pas d'une vraie compréhension et de vrais experts qui sont capables de pouvoir appliquer des règles au cas par cas et secteur par secteur. Ça, c'est une évidence. Maintenant, la problématique aussi, je pense, c'est que les gouvernements, en fait, israéliens, sont très israéliens dans la culture. C'est-à-dire que on est très bon dans l'urgence. Israël est très fort dans l'urgence. Quand vous allez dans un hôpital et que vous êtes dans une vraie situation de crise, on s'occupe bien de vous. Par contre, quand vous avez une situation qui est beaucoup plus, on va dire, normative, alors là, par contre, on est dans un méandre total, on ne sait pas qui s'occupe de qui, et je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu l'effet d'urgence pendant le mois de mars-avril, et puis après, dès que le déconfinement est arrivé,
tout se laisse aller et on en subit aujourd'hui les conséquences. Alors, on a parlé des USA, mais on n'est pas rentré dans les détails. Je voudrais juste y revenir parce que c'est important pour qu'on ait un élément de comparaison. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il se passe aux USA, ce que les restaurateurs ont eu droit, notamment? Alors, les restaurateurs ont eu pas mal d'exonérations sur les taxes locales, mais surtout, ils ont eu une aide qui a été garantie par l'État à 100% de financement sur 30 ans, correspondant à peu près à 4 mois de leur chiffre d'affaires. Sur un taux d'intérêt à pratiquement 0%, c'est du 0,10%. Donc autrement dit, un vrai cadeau quand on offre, je pense que si un banquier est là, il sera d'accord avec moi pour dire que c'est quelque part de l'argent gratuit, puis c'est un cadeau sur 30 ans, c'est une vraie aide. C'est rien à voir avec les prêts d'État garantis par l'État à seulement à hauteur de 15%, rien à voir. En Israël, en tout cas, oui, c'est à hauteur de 15%, et il a fallu près de 2 mois et demi pour obtenir un crédit, alors que quand vous allez à la banque aux États-Unis, vous l'obtenez en 15 minutes après un rendez-vous et en ayant donné les bons papiers. Donc le virement est fait en 15 minutes. 15 minutes. Bon, on n'en est pas encore là. Peut-être que ça sera, je sais pas, une source d'inspiration, j'en sais rien, mais en tout cas, on le souhaite pour vous vraiment. Alors, juste pour revenir à ce métier de la restauration que vous aimez, que vous pratiquez depuis très longtemps. Là, aujourd'hui, on peut voir quelle qualité il faut pour gérer une situation pareille. Alors déjà, le métier de la restauration a considérablement évolué depuis pas mal d'années. C'est-à-dire que avant, il fallait simplement du bon sens et le sens de l'accueil pour pouvoir gérer un restaurant. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Le métier de restaurateur est devenu un vrai métier. Il faut savoir gérer, et il faut savoir gérer vraiment de manière presque scolaire. Il faut avoir les notions des ratios, de gestion. Il faut avoir des notions de communication, de marketing. Ce qui est d'autant plus difficile pour les Olim Hadashim, auxquels j'ai pensé ces derniers temps, parce que déjà, je voyais quelles étaient les difficultés. Pour les gens qui maîtrisent l'hébreu, qui étaient dans le système. Alors que moi, ça faisait déjà 15 ans que j'étais sur le marché israélien. Je peux imaginer combien la situation est difficile pour ces Olim Hadashim qui se sont lancés dans ce dur métier qui est celui de la restauration. Donc, clairement, c'est un métier qui a énormément changé. Avant de se lancer dans ce métier, il faut véritablement prendre de bons conseils, et puis se former, et se former aussi en Israël, parce que les données sont absolument pas les mêmes, aussi bien au niveau social, culturel et juridique, mais aussi financière, entre la France par exemple, ou les États-Unis et Israël. Donc il faut prendre en compte aussi ces adaptations. Alors un métier où il faut savoir gérer la pression, a priori. Alors, c'est le métier de restaurateur. Le restaurateur, c'est quelqu'un qui est sur la scène en permanence. Il n'a pas le luxe de pouvoir appuyer sur pause. Il est tenu d'aller jusqu'au bout de la scène de théâtre qu'il joue tous les jours, du matin jusqu'au soir, en tout cas pour pas mal de restaurateurs. Donc on peut faire le point, mais qu'à 2-3 heures du matin ou le lendemain au réveil. Mais jusqu'alors, on ne peut pas arrêter la machine en route. Donc c'est un métier extrêmement dur qui met les gens sous pression. C'est pas pour rien d'ailleurs que le langage de la restauration est un langage militaire. Parce que justement on est sous cette pression et on est dans l'urgence. Alors justement, pour ces jeunes qui ont certains, j'ai eu le plaisir d'en recevoir, certains ont ouvert des restaurants il y a 1 an, il y a 2 ans, et c'est pas toujours pas évident de passer de cette crise. Est-ce que vous avez quelques conseils à leur donner, parce que les négociations vont être difficiles avec leurs propriétaires, avec tous les intervenants, avec les fournisseurs aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je pense déjà que il faut rassurer. C'est-à-dire que il faut arriver rassurant. Il faut être très rassurant. Il faut être très rassurant. Ça gueule ici. Ça gueule. Ça gueule, mais il faut commencer par être rassurant. Et après, on passera par la phase on gueule. Et après, on s'embrassera. Entre guillemets. C'est le système à l'israélienne. Mais il faut être rassurant, parce que le métier de la restauration, déjà en Israël, est un métier qui est fait par beaucoup de gens qui ne sont pas
des professionnels des professionnels. Donc il y a beaucoup de fermetures et les fournisseurs notamment ou les propriétaires ont l'habitude de ces rotations-là. Ils savent que dans le métier... Ça leur fait pas peur les propriétaires, c'est ça le turnover, le fait si, que ça leur fait peur, on ferme. C'est courant. Enfin, c'est courant, mais il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, les restaurants sont les principales, pas les seuls, mais les principales pourvoyeurs de location de commerce. Donc les propriétaires ont besoin aujourd'hui des restaurateurs. Ils valorisent leurs murs. Alors il y a la négociation avec les propriétaires qui ont intérêt à ce que leurs locataires restent en vie pour qu'ils puissent payer les loyers, même si on décale les paiements et on leur fait des réductions de loyer. Et je pense que ces propriétaires-là ont l'intelligence de la patience et de la compréhension. Et les fournisseurs, eux, ayant l'habitude de cette situation où on leur dit régulièrement qu'ils ne seront pas payés, il faut les rassurer. Donc, contrairement à la première réaction qui est d'aller au conflit, il faut d'abord rassurer en disant qu'on ne fuit pas, qu'on va rester, qu'on va s'accrocher, mais par contre qu'on a besoin d'organiser les paiements. Et plus on paraît organisé dans le traitement de la crise, plus on est rassurant pour le fournisseur qui acceptera facilement les conditions. Alors, voilà, il faut arriver déjà avec la solution et ne pas attendre que la solution vienne du fournisseur. Exactement. Bon, on va se quitter sur ces paroles. Voilà, en tout cas, merci beaucoup vraiment d'être venu. Je vous souhaite que la reprise se fasse rapidement. Je vous souhaite bonne chance pour votre futur bar à cocktail street food. Je suis sûre que ça va être très sympathique. Voilà, des tapas avec un peu d'alcool. Ça doit être très agréable. Pour oublier, exactement. Buvons pour oublier. En tout cas, Emmanuel Dayan, merci d'être venu. Bon courage pour la suite. Et puis, bonne santé pour tout le peuple. On peut toujours aller au Café à Noël puisque c'est ouvert. Oui, même avec si on plaisir. n'est que 50, on peut aller faire un petit tour. Avec plaisir, merci. Beaucoup. Ciao. Un professionnel au lait vous parle de son métier.